Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la nouvelle lune en Poisson du 17 mars prochain, donc samedi. Nouvelle lune qui se trouvera donc à 26 degrés 50 minutes du signe des Poissons et donc qui concernera plus fortement les troisièmes décans des signes mutables. Donc les signes mutables, je rappelle, Poisson, Vierge, Gémeaux, Sagittaire. Alors, on va voir quoi dans cette vidéo? On va voir, je parle pas bien déjà ce soir, ça va être trop top. Donc on va voir déjà que cette nouvelle lune en Poisson, déjà par son énergie initiale, elle est un peu floue, hein, elle est un peu, elle amène à devoir mixer des choses qu'on n'a pas l'habitude de mixer et on va voir à quel point cette fois-ci c'est impressionnant. Donc on va voir donc ces énergies globales, ensuite on verra donc avec les ascendants, dans une deuxième partie, ce que ça fait sur Paris et globalement la France, la Guadeloupe et la Martinique, la Réunion, Nouméa, Québec, Tahiti et Houston au Texas. Alors j'ai pas eu le temps de faire Mayotte, ça m'aurait bien attrait pour la prochaine fois, parce qu'il y a vraiment un courant contestataire qui vaut le coup qu'on s'y penche un petit peu. Je regarde parce que ça me paraît bizarre, l'enregistrement. Ensuite, je ferai la numéro du 17. La numéro donc, qui nous donnera le 22, donc avec le mat et la lettre Tav des lettres hébraïques. Et enfin, je finirai par le collectif, les égrégores collectifs, les énergies nations, et on verra comment finalement les pays européens, avec leurs peurs, avec leurs envies, avec leur matérialisation, leurs intentions de matérialisation de l'époque, finalement s'en sont donnés à cœur joie, aux États-Unis notamment, qu'ils ont tout gommé et ils ont essayé de repartir à zéro, sur des bases qu'ils imaginaient correctes. En tout cas, c'est ce qu'ils savaient faire à l'époque. Et donc, on voit à quel point les choses se sont... c'est pareil, ils n'ont pas eu de limite. Alors pourquoi j'ai choisi les États-Unis? Parce que le retour de Pluton en Capricorne s'est fait il y a 248 ans. Et donc il y a 248 ans, on était en 1770. Et 1770, eh bien, c'est le siècle des Lumières. Et chez nous, c'est la prévision de beaucoup de choses. Mais chez eux, c'est clairement la guerre d'indépendance, les énergies de la guerre d'indépendance de 1776. Enfin, je vous rappelle qu'on y est aussi tous pour beaucoup au niveau des pays européens. Mais on verra ça en dernière partie de la vidéo. Ce qui fait que ceux que ça n'intéresse pas pourront couper avant. Comme ça, je scinde. Donc reprenons. Cette nouvelle lune, elle est une nouvelle lune en Poisson. Traditionnellement, c'est une sorte de bain de spiritualité. Hein. On se donne la possibilité d'aller regarder au-delà des choses, au-delà du monde, au-delà de ce qu'on voit, et de se donner la possibilité de prendre l'autre finalement. Le signe de Poisson, c'est aussi le signe de la compassion. Et à ce titre-là, on est vraiment sur quelque chose qui peut nous permettre d'aller vraiment chercher au-delà des limites de ce qui est possible, au-delà de ce qui est prévisible, au-delà de ce qui est potentiellement atteignable. Donc, une lune en Poisson, c'est une extrême sensibilité, des fois trop, hein, beaucoup d'émotivité, qui a du mal à être canalisée, etc. Là, aujourd'hui, on va aussi taper dans les idéaux, dans les rêves,
dans la notion de territoire, physique, d'accord? Le poisson, c'est le signe opposé à la Vierge, donc au quotidien, donc à la rationalisation, au découpage des choses, hem, au quotidien, à la santé. Donc là, on peut basculer dans quelque chose, dans une énergie qui finalement n'a pas grand-chose de palpable. Alors, celle-là, elle est encore moins palpable, on va dire, que, elle est conjointe à Chiron. Alors, conjointe à Chiron, ça veut dire qu'on nous demande un soin, on nous demande de faire quelque chose pour finalement accéder à davantage de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que va nous demander cette énergie? D'abord de pardonner. Pardonner, bah, d'abord à soi-même. On ne peut pas aller très au-delà de quelque chose quand on ne se pardonne pas à soi-même, déjà. Ensuite, avoir de la compassion pour les autres, c'est-à-dire regarder l'autre sous une forme, bienveillante, sous une forme finalement qui serait celle de l'absence de jugement. Donc prends l'autre tel qu'il est, sans basculer sur lui des choses, hem, qui seraient de l'ordre de l'étiquetage, du jugement, voilà. Et on a donc, dans cette nouvelle lune en Poisson, quelque chose d'intéressant aussi qui va être, finalement un ressenti complet, puisque la lune en Poisson, le soleil en Poisson, c'est vraiment du ressenti. Il y a pas de mentalisation là-dedans. C'est-à-dire, on va le voir avec la lame du fou ou du mat, dans le tarot de Marseille, on est dans une empreinte, dans quelque chose qui s'imprègne. On n'est pas dans quelque chose qu'on va accepter parce qu'on l'a mentalisé du bon côté. On est vraiment sur, on soigne ici, alors en plus c'est en carré avec, cette nouvelle lune, elle est en carré avec, Vesta et Mars. Donc ici, les actions, heu, je dirais, comme tout ça c'est en Sagittaire, on est sur quelque chose qui déjà le carré de Mars et le Soleil, c'est la rébellion à l'autorité, hein. On a des problèmes et cetera. Donc il y a une forme de transcendance, de cette énergie pour arriver, je dirais, à accepter, à comprendre, la souffrance des autres. Ça veut dire que derrière, il y a une fois qu'on a compris la souffrance des autres, on risque de se rebeller par rapport à ce qui se passe, au système, à ce qui est dû, à ce qui est fait, à ce qui est vu. Donc et ça, c'est le soin qu'on nous demande. C'est-à-dire qu'on nous demande de fusionner finalement notre mental pour qu'il analyse surtout pas. Nous demander de fusionner cette impression pour que l'âme finalement puisse se poser correctement dans la rébellion qu'elle doit peut-être avoir avec une certaine forme de système. Alors, évidemment, un soleil, une nouvelle lune carrée Mars-Vesta, ça peut donner des conflits qui peuvent des conflits à l'autorité, des conflits de hiérarchie, des conflits, ouais, tout ce qui est plus ou moins lié à l'autorité qui s'applique de façon injuste et surtout absent de compassion, absent de compréhension. Donc quelque chose qui va être arbitraire en fait. D'accord? Donc, on va se créer des situations finalement, on va se matérialiser des situations pour que, cette énergie de fusion, donc de fusion de la personne, de l'émotion et du mental puisse laisser passer la réaction, le pilotage de l'âme en fait. Donc et on va voir que plus le mental et l'émotion vont vouloir contrôler les choses et vont vouloir agir à la place de l'âme, au lieu d'être fusionnés et d'obéir, entre guillemets, plus ça va créer du bordel. Plus on va être à côté, malade, parce que n'oublions pas que le poisson est quand même en face de la Vierge. Donc on peut se déclencher des maladies psychosomatiques, on peut avoir mal à des endroits qui n'existent pas, on peut avoir tout un tas de choses. Se sortir vraiment de cette énergie en ayant mal, en ayant des choses, en se provoquant, en se matérialisant, des choses finalement qui ne sont que, l'aboutissement
d'un message qu'on n'a pas compris. Donc, allons pas trop vite, essayons de bien comprendre ce qui mentalise l'analyse d'une situation qui ne plaît pas chez nous, et essayons de voir comment notre émotion répond à cette mentalisation. Et essayons de voir ensuite comment fusionner les deux. Et fusionner les deux dans cet objectif de poisson, c'est-à-dire l'amour de l'autre, la compassion, la foi. C'est vraiment un acte de foi complet pour laisser l'âme avec son rythme, parce qu'elle n'a pas du tout le même rythme que l'ego ou le mental. Donc elle va choisir de pouvoir matérialiser en force les choses dont elle a besoin, à son rythme. Oui, mais son rythme, c'est quoi? C'est pas forcément, en effet, le rythme du mental, c'est pas le rythme des émotions, etc. Du coup, effectivement, la possibilité pour certains d'entre nous d'avoir des somatisations au niveau physique qui peuvent être assez dures, parce que là, on ne nous demande pas un truc, une demi-mesure, hein. On nous demande, qui rompt, qui est joint à la nouvelle lune. Donc on n'est pas sur quelque chose qui peut être contourné. C'est un soin qu'on nous demande. On nous demande de nous accorder à nous-mêmes un soin, quoi, hein, globalement. On se le fait, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui est très, qu'il faut traiter, hein. On va pas, je pense qu'on ne va pas nous donner l'opportunité de ne pas traiter l'énergie. On va devoir la prendre chacun à notre niveau et d'en tirer ce qu'il faut en tirer. Alors, effectivement, cette analyse, on quitte finalement une grille d'interprétation physique de la Vierge, donc avec le mental, et finalement, il faut laisser l'âme mettre en place sa grille d'interprétation et de matérialisation de ce qu'on est. Alors, la grille de matérialisation de l'âme, elle est beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante que celle de l'ego. Donc ça veut dire que dès que vous allez être aligné et que vous allez être vraiment, vous pilotez plus ni avec l'ego, ni avec les émotions que vous avez virées, tout ça, d'un seul coup, au moment où vous allez parler de quelque chose, vous allez vouloir quelque chose, le truc, maximum sous quelques heures, il va prendre forme. Il va commencer à donner des signes, des preuves de vie. Donc, ça notamment, on l'a brillamment expérimenté il y a 2 jours avec Eric, donc c'est vraiment un truc, impressionnant. Et c'est d'autant plus, vrai tout ça, qu'on se retrouve avec cette nouvelle lune, elle est trigone à Jupiter en Scorpion. Alors Jupiter en Scorpion, il s'est mis à rétrograder depuis le 9 mars, je crois. Et il va rétrograder du stade 23 degrés jusqu'au stade 13 degrés et ensuite repartir. Alors, Jupiter en Scorpion, on avait vu que c'était quand même quelque chose de puissant au niveau de la matérialisation, au niveau de l'argent, au niveau de la vérité, au niveau des choses qu'on doit comprendre et connaître. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Le potentiel positif de cette nouvelle lune, puisqu'il y a un trigone avec Jupiter, il est là. Jupiter étant rétrograde en Scorpion, je pense que ce potentiel de matérialisation pour les projets que vous pourriez avoir en route va être transféré à la date de reprise, de remise en marche directe de Jupiter. Jupiter, il va rester rétrograde jusqu'à à peu près, je crois, le 11 juillet. Donc à partir de maintenant, ça veut dire que vous avez la possibilité de créer des projets, de les penser, de les formater, de les mettre en forme, mais finalement, ils vont certainement se décanter et se positionner correctement simplement après juillet. Parce que tout ce potentiel de matérialisation est freiné. Alors pour des raisons qu'on ne sait pas, en fait, Jupiter est sextile à Pluton, c'est certainement le signe qu'il y a encore des matérialisations qui sont décalées, parce que tout n'est pas transformé. La preuve en est, c'est que Pluton est toujours en carré à Uranus, donc il y a toujours des trucs à dynamiter dans nos vieilles structures. Uranus est toujours en Bélier, Pluton toujours en Capricorne, donc il y a quelque chose qui monte en pression et qui concerne les vieilles structures et qui concerne également tout ce qui est milieu politique.
qui, pour l'instant, on le voit avec, doit faire des projets, et ces projets, peut-être qu'on n'en verra pas les résultats, ou peut-être qu'on ne verra pas la contestation immédiatement, mais que les choses, un élément déclencheur aura lieu après, à la reprise finalement de Jupiter, et le boom apparaîtra après. D'accord? Soyons clairs, cette matérialisation, que ce soit au niveau politique ou que ce soit au niveau individuel, elle est positive pour nous tous. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se traduit pas par quelque chose qui, au démarrage, paraît négatif. D'accord? Parce que on est sur vraiment une puissance de matérialisation de l'âme. Donc l'âme, elle sait ce qu'elle veut. Le mental, moins déjà. Il déclenche des choses qu'il voit à court terme. Maintenant, ce n'est pas forcément tout à fait encore réuni. Donc la nouvelle lune étant toujours sextile aussi à ce Pluton en Capricorne, elle porte en elle aussi des germes de nouvelles structures qui peuvent être mises en place, d'accord, avec un changement et une acceptation en profondeur. Donc les structures de l'âme qu'on nous propose, elles sont potentiellement accessibles. Elles sont potentiellement adaptées à une nouvelle forme de matérialisation. Elles ont pignon sur rue grâce à Pluton dans la matière. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est on peut maintenant donc fusionner ce mental et cette émotivité pour laisser la place et dégager le pilotage de l'âme en direct. Et donc, à partir du moment où ça veut dire que faut arrêter de positionner des choses dans votre journée, moi j'ai été très étonnée en commençant à expérimenter cette énergie-là, d'être assez immobilisée par mes crises de polyarthrite chaque fois que je réfléchissais comment me déplacer, comment aller et faire en sorte que finalement organiser ma journée avec mes rendez-vous, avec mes machins, etc. Et plus ça va aller, plus j'avais mal. Et à un moment donné, j'ai eu tellement mal que ne pouvant plus, j'ai fait tomber mes clés, je ne pouvais plus les ramasser. Enfin, ça a été, j'étais obligée de trouver un autre moyen pour les ramasser. Et finalement, j'étais obligée de lâcher et de canaliser l'émotivité et l'angoisse qui remontait de ne plus pouvoir bouger, avec cette mentalisation qui partait en vrille, et cette émotivité qui était liée. Et en fait, je les ai repoussés loin de moi pour comprendre le message, mais que ça ne rentre plus à l'intérieur. Et j'ai dit, bon, bah voilà, ça rentre plus à l'intérieur, donc je vais laisser faire. Bah si je bouge plus, je bouge plus. Voilà, c'est comme ça. Et quelle n'a pas été ma surprise de constater 2 heures après que j'avais plus mal. Et que si je ne projetais pas mes rendez-vous, ils allaient s'organiser les uns à la suite des autres de façon ultra fluide, sans même que je les ai planifiés plus que ça. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent tout seuls dans mon agenda, les gens viennent, je peux faire ce que j'ai à faire au niveau logistique, parce que je rappelle, c'est mon job. Et finalement, les choses se sont enchaînées de façon ultra fluide en ayant matérialisé en plus tout ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de ramener des trucs pour mes enfants, paf, il y a des gens qui m'ont ramené ça comme ça. J'avais besoin de me racheter du pot de miel, machin, mais tout est arrivé comme ça, sans même que je le demande. Donc, il y a eu une espèce de matérialisation, et quand je refais l'expérience, parce que c'est super compliqué de pas de pas piloter son truc. Enfin, je veux dire, c'est même à la limite angoissant, c'est-à-dire de pas se projeter, de pas arriver à analyser. C'est très très c'est très très bizarre. Donc, mais c'est ce qui marche. C'est assez bizarre. Donc voilà. Euh, donc Pluton, lui, en Capricorne, il est conjoint à Pandora.
Donc je suppose que les situations qu'on peut nous envoyer pour tester justement, cette nouvelle forme de grille de matérialisation, cette nouvelle forme de pilotage, peuvent être très surprenantes. Donc ça, c'est ce que j'ai vécu aussi. Il y a des choses qui, plouf, qui tombent comme des cheveux sur la soupe et finalement, on s'aperçoit que ça amène à des déductions et à la réception de messages intéressants. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est la conjonction de Pluton à Pandora qui amène ça, hein, des trucs, assez intéressants. Alors au niveau politique, Pluton, Pandora, carré Uranus, ça peut donner des choses comme on voit avec la Russie et les espions. Ça peut donner donc ce genre de choses qui apparaissent comme des grosses crises a posteriori, mais dont on ne comprend absolument pas le déroulement, ni le pourquoi, ni le comment, ni d'où ça vient, ni pourquoi c'est là. C'est ça Pluton Pandora, d'accord? Carré Uranus. Et ça au niveau de notre vie à nous, ça peut donner des trucs, bizarroïdes. Au niveau collectif et mondial, ça donne ça. Donc, ça peut donner aussi à des niveaux intermédiaires des choses qui peuvent vous surprendre. Et pour autant, ça a un sens. Alors je me demande ce que au niveau, russe et anglais, un carré pareil, à mon avis, ça va pas s'arrêter comme ça. On va voir ce que ça solde, parce que, je crois qu'on n'est pas encore au bout du truc. Donc on va voir jusqu'à ce que ça nous emmène, mais c'est pas super top. Alors, heu, au niveau de l'idéal, on n'a pas que la nouvelle lune en Poisson. On a encore, Neptune, Junon et Nessus. Donc, on a cette conjonction qui s'approche, heu, Neptune-Junon, qui nous confirme finalement que le lien direct de l'idéal et du pilotage de l'âme, il est encore, de la compassion, de la bienveillance et de l'ouverture, vers l'autre et du respect aussi de ce que nous sommes et de nos idéaux aussi. Là-dedans, il y a quand même d'autant qu'il y a Neptune, est à la base d'un iode, donc une figure astrale, enfin, qui est assez intéressante puisque c'est le doigt de Dieu, donc c'est une figure qui est assez puissante en astrologie et qui, Neptune se retrouve à une des bases puisque c'est en fait ces 2 quinconces, donc 2, on les voit les triangles verts, 2 grandes lignes vertes qui pointent vers le nœud collectif, donc le nœud en Lion, et de l'autre côté, de la base, donc il y a Neptune d'un côté et il y a la lune noire de l'autre, en Capricorne. La lune noire qui évidemment, nous explique qu'il y a de la matérialisation possible, d'un certain nombre de peurs ou de schémas collectifs un petit peu, compliqués, et qui vont faire ressortir des choses. Alors ce quinconce, il est comme tous les quinconces, c'est-à-dire que pour l'instant, ça reste dans une espèce de sas, de décompression et c'est pas utilisé. Ça ne veut pas dire que ça sera jamais utilisé, ça veut dire que l'énergie, elle est comme stockée, dans un coin donc et tout ce qu'on pourra faire pour utiliser ce iode sera intéressant, mais elle est stockée et donc pour la globalité du collectif. Donc elle sera ressortie à un moment donné, de façon puissante vers le collectif. C'est ça que ça nous dit. Donc c'est intéressant que chacun puisse libérer un petit peu ses peurs et ses machins, pour pouvoir avancer, vers ça. Alors, le nœud nord, lui, il est aussi bien aspecté par cette conjonction dont on n'a pas encore parlé, qui est, Vénus-Mercure en Bélier. Alors Vénus-Mercure en Bélier, je dirais que, c'est le raisonnement qui va vite, le mental qui va vite, qui est tourné vers, finalement aussi, le bien-être, qui veut voir la belle partie, l'aspect positif des choses, l'aspect physique des choses, l'aspect pratique des choses. Bon,
Alors le seul problème, c'est que cette, jolie conjonction en Bélier, elle est, carrée à Saturne en Capricorne. Donc du coup, hem, on peut s'attendre à peut-être un peu de résistance, en tout cas à quelques blocages, heu, ou résistances, on va dire, hem par rapport à des nouvelles idées, parce que, bah, Mercure-Vénus, ça va être forcément des nouvelles idées. Cette histoire de compassion nous ouvre en fait vers l'autre et donc du coup, il y a peut-être des projets qui peuvent naître, des choses qui peuvent être, des liens qui peuvent se créer très vite et cetera parce que en fait, ce sont des «reliens» entre guillemets et là, il y aura le mental, si on ne l'a pas, tchoum, phagocyté avec la nouvelle lune, il pourra très bien être, avoir un mur en face ou se buter contre ce mur en disant: «Mais non, tu passeras pas parce que ça ne se fait pas». Voilà. Donc on va avoir toute l'ancienne construction qui risque pour l'instant de rentrer en résistance contre ces nouvelles idées, contre ces nouvelles façons de vouloir avancer vite ou ces nouveaux modes d'action qui peuvent être les nouveaux modes d'action qui sont pilotés par l'âme qui commence à vouloir aussi agir. D'accord? Donc, heu quand c'est comme ça, ben, on arrête de vouloir péter le mur, on s'arrête et on regarde comment contourner le mur. Donc, la nouvelle lune en Poisson vous donnera toujours suffisamment d'astuces pour contourner le mur, en tout cas, le Saturne, en Capricorne par la transformation du Pluton, puisque cette nouvelle lune, elle est, bien disposée avec Pluton. Hem Pour tout ce qui est donc la règle du jeu, on voit que, les choses sont en train de basculer, que notre mental doit changer, que nous devons aussi changer, la façon dont nous avons un certain nombre de réflexes de pilotage, de positionnement dans la matière. C'est ça qui est très compliqué. Alors pour les ascendants, pour l'ascendant de la France, notamment, la nouvelle lune a lieu le 17 mai à 13h11 heure de Paris, elle est, non 14h11 heure de Paris, pardon et 13h11 heure GMT. Donc, elle est ascendant 24°34 Cancer. Hem, qu'est-ce qu'est-ce que j'ai fait? Non, je sais pas ce que j'ai noté. Non, c'est pas 24°, c'est 5°45 Cancer. Donc non, Lion, je vais pas y arriver, hein. Je vais pas y arriver et d'ailleurs le nœud, nord collectif est en maison 1. Donc cette nouvelle lune aura lieu en maison 9, ce qui nous demande effectivement un vrai changement, au niveau de notre pilotage, au niveau de la spiritualité, au niveau de la foi, au niveau de la matérialisation puisque la maison 9 est en relation avec le Sagittaire, donc avec le signe de Jupiter. Jupiter, je vous le rappelle, est en rétrograde actuellement dans le signe des Poissons. D'accord? Donc on a une période d'ouverture qui nous demande vraiment d'aller au-delà de ce que nous voyons pour pouvoir tenter des aventures nouvelles qui seraient de laisser l'âme piloter. D'accord? Donc on a, Saturne qui est en maison 6, qui peut indiquer avec son blocage soit Mercure, à Vénus, donc soit des blocages par rapport à, je dirais un trafic, un transport, aussi attention au surmenage, attention, aux fractures, attention quand vous bougez, d'accord? Il y a, le mouvement n'est pas facilité, le mouvement physique n'est pas facilité. Il peut être aussi assez brutal et il peut être, on peut somatiser pas mal de choses et vouloir l'immobilisation finalement, donc se faire une belle fracture, voilà, susciter des choses qui vont nous immobiliser. Donc attention, quand vous sentez ça, c'est simplement une somatisation, il faut s'arrêter, reprendre le rythme et voir émotionnellement, donc et au niveau des émotions, ce qui peut être fusionné avec le mental et ce qui peut être dégagé avec le mental pour laisser le reste piloter.
Donc ça, c'est très, très important de comprendre ça. La lune noire est aussi en maison 6, ce qui indique que, avec Pluton, ce qui indique que le quotidien va faire ressortir au niveau du groupe des peurs, et il va y avoir des opportunités de transformation et de pétage en tout genre. C'est pour ça aussi, je pense que Mayotte est dans ce cadre-là et peut très bien encore avoir des soucis sociaux, mais de même que la France, tout ce qui est France en général et qui porte cette vibration-là, doit être amené à une certaine forme de transformation, d'accord? Et créer, je dirais, du mouvement social avec la peur qui est très présente dans la dissolution des structures. Donc ça, on a vraiment quelque chose qui fight un peu, hein. C'est un peu ça peut être, assez débordant pour tout ce mois de nouvelle lune. On verra comment, la pleine lune derrière, reprend le flambeau. Mais là, attention, on peut avoir un truc, qui est pas franc du collier, d'autant que Uranus figure en maison 10, ce qui veut dire qu'au niveau politique, toujours, on peut avoir quelque chose qui est au niveau social assez, heu, sportif, on va dire, hein? Sportif, ouais, c'est ça. Voilà, Jupiter rétrograde en Scorpion en 5, donc toujours cette idée que vous pouvez faire des projets, vous pouvez, mettre en place des choses et cetera et que le résultat n'est pas forcément pour tout de suite, hein, attention. Le résultat, il peut très bien être différé jusqu'en juillet, donc pas de débat, c'est normal. Je sais que c'est pas forcément facile à accepter, hein, c'est autre chose, mais c'est pas complètement, impossible, hein. La matérialisation, quand la planète est rétrograde, surtout Jupiter qui a un très fort, qui a un très fort potentiel de matérialisation, ça peut très bien être décalé, c'est sûr. Alors la Guadeloupe et la Martinique, donc on est toujours le 17-3, à 9h11 heure locale. Donc elle est 26 toujours, des Poissons. Et ascendant 16 degrés 52 minutes, 18 degrés 52 minutes, Taureau. Donc ce qui nous donne une nouvelle lune en maison 11, donc quelque chose encore de très, très, très collectif, d'accord? Donc on va se poser ici, donc les carrés, seront en maison 8. Donc il y a besoin de transformation, il y a besoin de libérer les vieilles structures, il y a besoin de reprendre une autonomie de groupe et de pouvoir fusionner aussi au niveau du groupe. Il y a un certain nombre de planètes qui vont se retrouver en 12, donc la fameuse conjonction Mercure, Vénus en Bélier et Uranus en Bélier. Elles vont se retrouver en maison 12, c'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre de potentielles actions qui peuvent dynamiter d'anciens secrets, d'anciennes affaires, d'anciens trucs qui ont voulu être cachés et qui doivent ressortir, d'accord? Pour être transformés, puisqu'il y a un carré, à Pluton, évidemment Uranus carré Pluton et le reste est carré à Lune noire. Donc il y a un certain nombre d'angoisses qui peuvent ressortir dues au travail, dues à un certain nombre de considérations aussi familiales. Pourquoi pas? Le nœud nord est en maison 4, donc on parle aussi des origines, on parle du passé, on parle de la famille. Et là, donc, je vous rappelle que ce iode, il est, donc le nœud nord est en 4 et les bases sont entre la 9 et la 11, ce qui veut dire qu'on demande, l'énergie proposée va proposer un phénomène de groupe, de transformation en groupe, donc à plusieurs, pour pouvoir amener à transformer les origines, à transformer le passé et lever un certain nombre de... J'aime pas dire secret, mais c'est en tout cas mettre en lumière un certain nombre d'affaires ou un certain nombre de choses qui sont peut-être connues mais pas révélées, enfin voilà. Donc ça peut être intéressant. La Réunion. Donc la Réunion, on a une nouvelle lune à 16h11 le 17 mars, avec un ascendant à 14 degrés 16 minutes Lion,
Nouvelle lune en maison 8. Alors là, si déjà poisson en maison 8, alors là, si on n'est pas dans la transformation complète. Donc là, ce qu'on propose à la réunion, c'est vraiment une énergie. Alors en plus, sur l'ascendant et sur le nœud collectif. Donc là, si on est en train de proposer à la réunion vraiment une fraternisation, une retrouvaille finalement des valeurs de base avec une envie, puisque bon, en maison 5, il y a des projets, etc., qui doivent permettre, alors et qui seront pas tout de suite connus, etc., mais qui peuvent permettre de lever le voile sur les origines, qui peuvent permettre aussi de les transformer, de transformer les valeurs actuelles en pleine conscience avec un Uranus en 9, et de transformer le quotidien, transformer avec les nouvelles idées, avec des gens qui sont plus jeunes, avec des volontés aussi diverses et variées, transformer et soigner ces vibrations qui ont été traînées par le bas et qui sont encore, je dirais, phagocytées par un certain nombre de structures actuelles qui n'ont plus lieu d'être, donc qui vont finir par être transformées, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution dans le sens de l'histoire que d'être transformé et de pouvoir enfin laisser les origines et la justice aussi. Il y a beaucoup il y a une grande notion d'injustice au niveau de cette nouvelle lune à La Réunion. Il y a vraiment un désir de remettre le passé à sa juste place. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Et il y a un orgueil, il y a une fierté des origines qui doit être préservée. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Donc, alors, la suite, Tahiti. Non, c'est quoi? Si, c'est Tahiti. Tahiti, 2h11, le 17, ascendant 2,32 Verseau. Donc là, c'est le contraire. On est à essayer de soigner l'ancien collectif, donc avec le nœud sud en maison 1, pour le passer finalement à une dynamique de couple. C'est-à-dire, c'est marrant parce que là, autant la réunion, on cherche la fraternité, on cherche les origines, on cherche à resolidifier la fierté des origines, autant là, c'est le rituel finalement de la terre qu'on cherche. On cherche à réunifier la terre et le ciel par le biais d'un espèce de couple mythique. C'est assez marrant, il y a une espèce de... Alors, je vous dis pas la place de l'eau, là, c'est un truc... Pourtant, la Réunion, c'est une île, hein. Mais alors là, la place de l'eau, elle est totale. Il y a une espèce de fusion terre et mer qui s'opère et qui se réalise via les couples, les polarités. Donc ça peut être aussi bien un couple, vraiment un couple, mais ça peut être aussi terre-mer, ciel-mer, enfin des choses comme ça, qui fusionnent et qui permettent à cette terre, à chaque fois on voit qu'il y a vraiment des choses au niveau tellurique sur cette île-là, et là c'est vraiment le cas. Donc on veut exprimer rapidement des choses joyeuses, jeunes, rapides, et c'est une énergie extrêmement rapide qui a lieu là et qui veut fusionner la terre et l'eau. Donc, retrouver ces trucs-là, et alors je vous parle même pas, là les structures humaines, elles sont il n'y a même pas d'existence de structure humaine tellement ça pollue cette énergie. D'accord? Là, c'est vraiment, c'est super pollué au niveau des énergies. Alors, là on a quoi? On a la Nouvelle-Calédonie, donc ça doit être Nouméa, c'est ça. Nouméa qui donc est à 23h11, nouvelle lune, 23h11, 24,51 Sagittaire. Alors 24,51 Sagittaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est encore une autre énergie qui est proposée, qui propose finalement de
de mettre en lumière tout ce qui est organisation actuelle qui ne fonctionne pas, pour pouvoir le remplacer par quelque chose qui vient d'une organisation familiale ou d'une organisation clanique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être mis dans des situations où finalement, l'organisation de l'État va se trouver encore défaillante. Et il va falloir trouver des solutions et les solutions vont venir finalement de la famille, des amis, d'une structure qui va se déplacer. Et en se déplaçant, on va commencer à trouver qu'il y a une réelle, comment dire? Un réel collectif, une réelle unicité en fait là-dedans. Et que c'est vachement plus solide de passer par là que finalement de passer par autre chose. Et donc, il y aura moins de peur en plus. Donc il y a des situations comme ça cette énergie-là, elle propose ce type de situation. Donc c'est assez intéressant de voir quand même toutes les énergies différentes avec le même bagage, en fait, comment elles se focalisent pour qu'on ait tous à travailler un petit bout sur un mode différent. Alors, Québec, je ne vous ai pas oublié cette fois. 8h11, 17 mars, et puis l'ascendant 1,59 ° Taureau. Donc là, on a une nouvelle lune en maison 12. La maison 12 est extrêmement grande parce qu'elle part de 10 ° Poisson et elle arrive jusqu'au Taureau. Et donc là, on peut se dire que tout est à révéler. C'est-à-dire que là, il va y avoir une espèce de grande mixture, une espèce de bain de prise de conscience, énormément de prise de conscience, énormément de volonté de se raccrocher finalement au physique, au bien-être, à ce qui est normal, à ce qui est... voilà. Donc on va vouloir sortir toutes ces belles valeurs de là où on veut les enterrer et il va y avoir la possibilité de mettre en lumière tout ça, de diffuser ce qu'on veut diffuser au niveau du pardon, au niveau de l'acceptation, au niveau de la compassion de cette nouvelle lune et au niveau du soin global. Et là, on va vraiment ouvrir vers quelque chose qui va être très, très, très au niveau du cœur et au niveau de la compréhension de l'autre et de l'ouverture à l'autre. Donc voilà, ça c'est l'énergie qu'on propose aux Québécois. Et c'est chouette, hein, c'est vraiment impressionnant. Et aux États-Unis, donc j'ai pris, je sais pas pourquoi j'ai pris Houston au Texas. Je crois qu'on me l'avait demandé, il me semble. Et donc, donc c'est 6h11, la nouvelle lune, 17 mars, ascendant 28 ° 8 minutes Verseau. Donc là, la nouvelle lune, elle est en maison 1 et en maison 2. Et là, on voit comment le collectif du Capricorne peut ne pas être d'accord avec les possessions. Donc c'est marrant parce qu'on voit en ce moment tous ces ados qui manifestent, qui ne sont pas du tout contents de voir comment finalement on les traite par rapport à la NRA, au fait que les lobbies payent les politiciens finalement pour être pro-armes. Et là, on voit qu'on commence à avoir un certain nombre de collectifs qui se mettent à pulvériser, donc de jeunes, hein, de très jeunes. C'est la fameuse, c'est la signification de cette conjonction Mercure-Vénus dont je vous parlais, en Bélier. C'est cette jeunesse qui est capable de se regrouper en un collectif qui a une vibration super haute et qui dit « mais allez vous faire foutre, quoi, on veut plus de ça ». Et ça, voilà, c'est l'énergie pile poil, c'est marrant parce que c'est l'énergie pile poil qui est sur les États-Unis et sur cette partie-là où effectivement il y a des... La politique des armes est un vrai débat, hein, et qui demande vraiment à être... C'est la compréhension de l'autre, c'est l'empathie avec toutes les enfants qui sont tués avec les armes, avec les familles qui souffrent, avec tout ça parce que finalement il y a une histoire de pognon derrière et qu'il y en a qui en profitent. Et tout ça, c'est cette énergie qu'on leur demande de travailler. Donc c'est marrant de voir à quel point effectivement ces jeunes ressentent les choses et vont traduire et matérialiser cette énergie finalement qui est au-dessus d'eux et qu'on leur demande de couvrir.
Voilà, ça c'est la première partie, donc astro, donc qui concernait notre nouvelle lune en poisson, donc avec des objectifs de fusion finalement de l'ego et de l'émotion, pour laisser maintenant le pilotage à l'âme, selon une nouvelle grille pour matérialiser. Donc ça, c'est pas super évident, mais c'est ce qu'on nous demande. Maintenant, la numéro. Alors, la numéro, le parcours, c'est de tomber sur le 22, d'accord? On fait 1 plus 7 plus 3 plus 2 plus 1 plus 8, on tombe sur 22. Alors, dans les commentaires, là, récemment, j'ai eu une dame qui me demandait, mais finalement le maths, c'est 0 ou 22? Les deux, mon commandant, les deux. Évidemment, les deux. Pourquoi? Bah, parce que le maths, en fait, il n'est pas inscrit dans une continuité. Le tarot de Marseille va de 1 à 21, du battleur au monde, c'est-à-dire du commencement de la naissance quelque part au fait de trouver sa place dans le monde. Et le fait de ne pas avoir de numéro inscrit sur sa carte, distingue cette carte-là en disant ben, je ne suis jamais figée dans une position. Je suis le début de quelque chose, mais j'en suis aussi la fin. Parce qu'à chaque fois, je suis le mouvement. Je suis ce qui ne peut être classé, ce qui ne peut être étiqueté, ce qui ne peut être mis dans une étape particulière. Donc, je n'appartiens jamais à votre monde, en fait. Quand on tire cette carte-là, ça n'appartient pas à notre monde. Et pour preuve, on est situé avec cette carte-là entre deux mondes. À chaque fois, on a fini un cycle et on en démarre un autre. Donc à chaque fois, c'est une espèce de carte de bascule, en fait. D'accord? Alors, ça représente quoi? Ben, comme on le voit hein, sur la carte, ça représente une espèce de bouffon du roi qui part à l'inconnu. D'accord? Donc, ça représente finalement un personnage qui passe devant nous. Il passe devant nous, mais il n'y a pas d'interaction avec nous, il ne nous regarde pas. Beaucoup d'autres lames du tarot vont nous regarder. Mais lui, il ne nous regarde pas, il est déjà dans son truc, quoi. Il fonce, etc. D'accord? Donc, il représente quelque part, par rapport à nous qui le regardons, la différence. Il n'est pas comme nous. Il n'appartient pas à notre monde. Il ne nous voit même pas. Donc, il est dans son monde et il qualifie finalement la marginalité, ce qui, quelque part, nous fait peur. Donc, il y a une espèce de forme de marginalité, de rejet. Il est inclassable, mais il est inintégrable aussi. Alors évidemment, quand on sait que c'est le 0 ou le 22, il n'a pas vocation à être intégré, puisque c'est une lame de bascule. Donc il est instable, donc il y a du mouvement. Donc il quitte rapidement le monde devant nous. Il passe. Il n'est pas statique. D'accord? Il fait ce voyage, on constate qu'il n'y a rien. Il n'emporte rien, il a son petit baluchon. D'accord? Il n'a pas de bouclier comme l'empereur ou l'impératrice. Il n'a pas d'épée comme la justice. Il n'a pas d'écrit comme la papesse. Il n'est pas au contact d'autres personnages. D'accord? Donc il n'a pas besoin de l'interaction humaine pour avancer. De même qu'il n'a pas besoin non plus de réfléchir. Regardez bien dans le tarot de Marseille, il y en a un qui avance vers sa propre spiritualité et qui cherche avec sa petite lanterne. C'est l'ermite. Lui, il analyse. Il prend son temps, il analyse, il cherche, il se pose des questions. Lui, il se pose aucune question, quoi, le mat. Aucune question. Lui, il avance, d'accord? Et il mentalise pas du tout. C'est ça le rapport avec notre lune. C'est-à-dire que c'est l'impression de la situation qui va le percuter. Le seul élément vivant qu'il y a dans ce truc, c'est le chien. Et le chien, c'est pas n'importe quoi comme être vivant, en fait. Le chien, c'est le symbole de la sédentarité de l'homme, de sa routine.
de sa construction d'un système, d'accord? Quand l'homme a commencé à se sédentariser, donc après les Cro-Magnons là, les chasseurs-cueilleurs, il a voulu planter des céréales, il a voulu donc commencer à bêcher et délimiter des parcelles et à élever des bêtes, entre guillemets, qui lui servaient, d'accord? Donc ça veut dire que, heu, quand l'homme a voulu se sédentariser, il a fallu qu'il défende son territoire. Donc le chien est rentré, heu, comme dans l'univers proche de l'homme, mais comme gardien du système. Donc le chien qui attaque le fou ici, c'est le système quelque part qui l'attaque. D'accord? Le chien est à l'image de l'homme, donc il le chasse du territoire. D'accord? Donc c'est quand même, on est ici sur un refus notoire de la différence. D'accord? Le fou est inintégrable, donc parce qu'on ne peut pas le contrôler. Alors, on est toujours sur le fait qu'il n'y a pas de dimension intellectuelle là-dedans, et lui, il va vivre les nouvelles situations en s'imprégnant, et c'est ça qui va faire sa spiritualité, en fait. D'accord? Donc ici, on est vraiment encore une fois, dans l'énergie qui nous dit, mais vous n'êtes pas là pour analyser ce qui se passe, encore une fois, débrancher le mental et l'émotion, puisque le fou, c'est pareil, il n'a pas d'émotion, il vit le truc comme une impression qui passe. Il stocke pas les émotions. Elles passent à travers lui. D'accord? Donc voilà. Alors, le fou du roi, effectivement, c'était quelque chose qui était à la cour. Il avait un certain pouvoir quand même, parce que c'était le seul qui avait le droit de dire la vérité au roi, sans craindre qu'on lui coupe la tête. Donc il avait aussi une dimension où, avec son costume, il avait le droit de dire la vérité, mais en fait, on ne comprenait jamais où était la vérité, puisque il était ridicule. Donc en fait, c'était, même s'il disait des choses vraies, de toute façon, ça allait être, le visuel allait être complètement en sa défaveur. Donc le sort du personnage, de toute façon, il est scellé, il est formaté, il est condamné à errer, puisque, à être soit sur 0, soit sur 22. Voilà, et dans le tarot, quand on le tire et qu'on n'est pas axé sur un truc, c'est une fuite en avant, le mat. Il y a une forme de déni là-dedans, on refuse de comprendre ce qui se passe et on y va quand même, en fait. Donc voilà, cette énergie-là, elle nous montre malgré tout que quand on vit ça correctement en pleine conscience, on évolue. D'ailleurs, il tient un bâton, qui est le bâton de marche, mais qui est le soutien du pèlerin. Quand on regarde, effectivement, il accompagne le pèlerin et il l'accompagne dans son pèlerinage vers la foi, vers la construction. Il y a une histoire de verticalité aussi dans ce bâton, qui indique aussi la modestie, l'humilité, et cetera, et cetera. Et puis un certain pouvoir. On se rappelle de Moïse qui touche, le rocher, pour faire sortir de l'eau lors de la fuite, au désert des Hébreux, les baguettes magiques d'Harry Potter. Et puis il y a aussi, bon, on a tous des souvenirs d'avoir vu un certain nombre de dieux, notamment hindouistes, notamment Vishnu ou Bouddha, si Bouddha, qui avec son bâton ouvre le chakra coronal des 1000 pétales. Avec, voilà. Donc après, évidemment, c'est une symbolique qui était très reçue par les rois, et cetera, voilà. Donc ce mat, il est là pour nous montrer finalement une espèce de quête spirituelle qui ne se fait pas par l'analyse et qui rejoint là la pleine conscience que l'âme voudrait qu'on ait, en ayant fusionné ce mental et cette émotivité pour laisser vraiment une place à quelque chose qui nous est inconnu, mais qui sera le pilotage par l'âme et pour l'âme. Alors, le Tav, qu'on peut voir non, là, en vérité, c'est la vérité. C'est-à-dire que c'est l'essence de la vérité qui commence d'abord vis-à-vis de soi, en fait. Le Tav, c'est une demande d'énergie pour être
limpide, pour être clair, pour que les voiles se dissipent en fait. Il y a une sorte de perfection là-dedans, d'accord? Et en fait, Tav, c'est intéressant parce que Tav, en fait, dans l'Ancien Testament, c'est la marque sur le front que Dieu décide de mettre pour, dans les 7 plaies d'Égypte. J'adorais ces histoires étant petite, moi c'est un truc de fou. Et donc dans les 7 plaies d'Égypte, on décide à un moment donné, quand Pharaon apprend qu'il va être détrôné, de tuer, tous les premiers-nés. Et en fait, on dit: «Bah non, ceux qui seront marqués sur le front, de la lettre de la vérité, donc Tav, seront épargnés». Donc on décide, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Ça veut dire quoi au niveau symbolique? Ça veut dire que tous ceux qui auront été marqués par le Tav, c'est-à-dire qui auront travaillé sur eux, sur le cycle de 1 à 21, c'est-à-dire qu'ils seront dans leur place déjà, qui seront en conscience de ce qu'ils sont, seront marqués, puisqu'ils auront la conscience de l'univers et la conscience de Dieu, au plus profond de ce qu'elle est, c'est-à-dire pas en apprentissage, c'est-à-dire en ressenti vrai. Seront épargnés par, tout un tas de trucs, bizarroïdes. Et donc, dans le Zohar, par exemple, le fameux Zohar de livre des splendeurs, quand, en fait, les lettres se présentent par la fin. Alors pourquoi par la fin? Il y a une vidéo du Rav Dinovitch, je crois, qui l'explique très, très bien. C'est-à-dire que, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, quand on prend dans l'ordre l'alphabet hébreu, Heu, c'est une force masculine. Donc la lumière, elle émet et en fait, là, on cherchait une forme qui puisse recevoir la lumière et donc en fait, elles se sont présentées à l'envers parce que, à l'envers, évidemment, c'était la forme féminine de réceptacle des lettres et donc la lumière pouvait se poser dans les lettres pour commencer, puisque je vous rappelle que le Zohar, c'est quelle est la lettre qui allait présider à la création du monde. Au final, on sait que c'est le bête, avec Bereshit, mais elles se sont présentées à l'envers. Donc c'est le Tav qui a commencé et le Tav a dit: «Beh, moi, j'ai toutes les chances, parce que d'abord je suis la première et que, je représente le fin du mot émet qui veut dire vérité». Alors, elle représente aussi la fin du mot met qui veut dire mort et donc elle dit: «Bah, président, terminant ce mot, j'ai le droit de présider à la création du monde». Et finalement, Hachem lui dit: «Mais non», donc le Saint béni soit-il lui dit: «Mais non, tu peux pas. Parce que, tu es vraiment digne, la vérité, ça serait digne que de présider la création, mais en fait, comme tu vas servir de marque pour que je puisse, moi, distinguer, au nom de la loi de ceux qui auront été justes et ceux qui auront travaillé, ceux qui auront observé la loi de la lumière, tu vas être mêlé de fait à la mort des autres. Et on ne peut pas se réjouir de ça. Et on ne peut pas bâtir un monde, heu, sur un commencement, sur quelque chose qui contient la vérité, mais qui est associé à la mort. Donc, hem, elle a été refusée, d'accord? Donc on est sur quelque chose où finalement, hem, derrière on est sur, évidemment, une résurrection, d'accord? Et c'est le signe vraiment. Cette marque de vérité, de lumière, c'est le signe de ceux qui finalement auront fait le cycle des 21 lettres avant, c'est-à-dire qui seront passés par un certain nombre d'énergies de travail et qui sont dans la conscience de ces énergies, de la pleine conscience de ce qui se passe dans les situations. Et le décryptage des signes aussi, parce que c'est le signe, d'accord, la marque. Donc la vérité, c'est elle qui évidemment arrive en fin de parcours, une fois que le cycle est déroulé, et puis c'est pas une lettre qui arrive à la création. Donc elle a été remise à plus tard par, Hachem.
Donc voilà, donc ça c'est pour la numérologie de la nouvelle lune. Donc on voit bizarrement que les choses sont assez proches au niveau nouvelle lune, énergie de la nouvelle lune et énergie du tarot. On voit qu'effectivement le mat a une très forte, je dirais, accointance avec cette énergie de nouvelle lune en poisson. Voilà, donc ça c'était pour la vidéo normale, déjà 1 heure. Et je vais faire un petit aparté sur les énergies nations focus États-Unis. Alors la dernière fois on a vu que, donc pour ceux qui ne veulent pas, vous pouvez arrêter. Ciao, ciao. L'Allemagne était un État fédéral. Donc on a vu qu'il y avait tout un tas de principautés qui étaient là et qui voulaient toutes garder un petit peu de pouvoir. Et en fait, dans l'histoire européenne, ce qu'on peut constater, c'est que bon, il n'y a pas eu que la France et l'Allemagne, hein, on est beaucoup aussi sur l'Italie, l'Espagne et le Portugal, qui sont très liés, évidemment l'Angleterre, hein, qui sont très liés, les Hollandais, donc l'ancienne Flandre, etc., qui sont très liés et qui, à un moment donné, lors de l'ancien, du premier retour de Pluton, il y a 248 ans, ont, je dirais, repensé leur propre fonctionnement sur une Terre vierge. Avant ça, c'était préparé déjà depuis 1492. D'accord? Au moment où Christophe Colomb, d'accord, finit par découvrir l'Amérique. D'abord, il ne saura jamais qu'il n'a pas découvert l'Amérique. Il croit qu'il a découvert le Japon. Donc lui, il travaillait en réalité pour les Espagnols, d'accord, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, pour ne pas les nommer. Donc il était payé par ces gens-là et il utilisait pour y aller, c'était déjà le début de la mondialisation, des navires portugais. Les caravelles, c'était inventé par les Portugais, elles étaient plus légères, elles allaient plus vite, elles étaient moins soumises à des naufrages. Donc évidemment, on sait qu'il va y aller avec la Pinta, la Niña, et qu'il arrive en 1492 sur un archipel des Bahamas. Mais il ne saura jamais où il est allé, hein, jamais. C'est Amerigo Vespucci, qui, je ne sais plus, 1500 et des brouettes, qui découvre, qui comprend plus exactement que Christophe Colomb, il n'a pas découvert le Japon. Qu'il a découvert un truc qui était certainement les Indes, mais qui n'était pas du tout le Japon. Donc, puisque, en fait, au départ, Christophe Colomb, pourquoi il est passé par la mer? Il voulait aller aux Indes via la mer, il voulait arrêter de passer chez les Turcs, qui lui prenaient trop de taxes pour aller récupérer ses épices et tous ces machins. Donc, la mer a représenté une découverte, d'accord, une aventure, et surtout un réseau commerçant possible. Donc il arrive dans un truc et puis il dit, bah il y a des gens. Ouais, il y a des gens, enfin ils savent pas trop si c'est des gens, des animaux, enfin vraiment, on a la religion catholique, elle va phagocyter les choses pour qu'on puisse comprendre que ce ne sont pas des gens. Au XIVe siècle, il y avait déjà eu des précédents, où quand on a vu des noirs, on a dit non, mais ça c'est comme le fils de Noé, vous vous rappelez, Cham, c'est marqué dans la Bible qu'il est noir. Mais il a trahi son père, il a trahi tout le monde, donc on peut l'exploiter. Et ça c'est quand même validé. Hein. Donc on a essayé de se donner bonne conscience pour lancer l'exploitation des noirs. D'accord? Donc c'était autorisé finalement. Puis alors les sauvages, il y a le mythe du bon sauvage au 18e, hein, c'est-à-dire que il y a les gens de l'ancien continent, et puis il y a ce qu'on va rencontrer
puisqu'au final, on va considérer que les États-Unis sont donc une terre vierge, c'est-à-dire qu'il n'y a personne. Et puis s'il y a quelqu'un, on va considérer il n'y a personne, parce qu'on ne va pas quand même se laisser déposséder par des gens qui n'ont pas l'air de parler comme nous, qui font des trucs bizarres, et qui n'ont pas nos règles, dont on ne comprend rien, et qui ne savent pas communiquer avec nous correctement et qui n'ont rien à proposer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces pays européens, tous en groupe, vont s'en donner à cœur joie sur un territoire qu'ils considèrent comme à eux. Donc, on a bien dans ces énergies-nations tous nos égrégores, entre guillemets, européens, qui ont été envoyés là-bas sans aucune limite, parce qu'il n'y a pas de structure. Donc on se retrouve avec des gens en plus qui ont été bannis d'Europe, donc parce que on a quand même un truc au niveau de l'Angleterre avec les protestants, avec les anglicans, avec etc. etc. On a eu du puritanisme à fond la caisse. En 1685, on se retrouve quand même avec la révocation de l'édit de Nantes, donc on a chassé tous les Huguenots. Il a bien fallu qu'ils fuient l'Europe. Ils se sont dit, bah nous, à part aller aux États-Unis pour refonder un truc, on ne peut rien faire d'autre. Donc, on va avoir dans ces nouveaux pays, en fait, une espèce de mixte des structures connues de l'Europe, avec un déficit, enfin une espèce de religion, des religions qui vont monter dans différentes pointes, d'accord? On va se retrouver quand même avec de l'anglicanisme, on va se retrouver avec du puritanisme, on va se retrouver avec des mormons, on va se retrouver avec des témoins de Jéhovah, des pentecôtistes. Et tout ça, c'est dû au fait que on va se donner, vu qu'on a été banni de partout, on va se donner l'autorisation d'interpréter la Bible comme on en a envie. Il n'y a plus l'autorité religieuse, on a été banni, on a été chassé, donc finalement on recrée quelque chose. Et on peut se donner l'autorisation aussi de refaire, donc de transgénérationnel, hein, mais ailleurs, on va déporter des énergies qu'on connaît bien. Donc on va déporter ces énergies d'intolérance religieuse, on va déporter ces énergies de rejet d'autres populations, on va quand même se débrouiller pour mettre ces pauvres Indiens, se les déporter dans des coins qui ne vont pas gêner, mais on va en massacrer plein. Bon, je vous fais, c'est caricatural, hein, mais c'est... Et en même temps, cette absence de limite va aussi permettre une énorme créativité qui va être les chemins de fer, qui va être l'opportunité de multiplier, je dirais, tout ce qui est révolution industrielle, et puis qui va malgré tout asservir l'esclavage, puisque on va, je dirais, se servir je dirais, de noirs qu'on va capturer, ni plus ni moins en Afrique, qu'on va transporter dans des conditions horribles, avec un taux de mortalité, je ne vous en parle pas, parce que tout ça, c'est juste abominable, et on va légitimer tout ça. D'accord? Donc ce qu'on ne pouvait même pas imaginer sur le continent, l'absence de structure et finalement de morale humaine, c'est-à-dire que l'égrégore va pouvoir se mélanger et continuer à asservir encore d'autres peuples en se donnant bonne conscience. D'accord? Donc on est dans un égrégore où on est sur quelque chose où on se sert. D'accord? On se sert, donc c'est un égrégore de domination, donc il y a des gens qui sont dominés, on juge, on se sent supérieur, on se donne des droits, et donc c'est des choses effectivement qu'on retrouve dans d'autres colonies, qui sont les colonies européennes, donc on les retrouve dans tout ce qui sera les colonies aujourd'hui, les restes du Maghreb, les restes de l'Afrique,
Mais nos dom-toms, qui, à chaque fois que je prends des ascendants, et cetera, sont toujours à essayer de devoir lutter pour retrouver leurs origines et essayer de les démêler par rapport à un transgénérationnel qui est hyper lourd. Parce que, la recherche de démocratie qu'ont eu finalement les États-Unis en 1774 avec Lafayette qui même allait, là-bas, pour les aider, puisque il y a eu la Nouvelle-France qui a été abandonnée, la Louisiane a été vendue par Napoléon, mais il y avait quand même beaucoup de Français là-bas, quelque part. C'est pour ça qu'ils sont venus aussi nous aider. C'était parce que c'était un retour, ce qu'ils ont considéré comme un retour pour les avoir défendus, en tout cas aidés contre les Anglais qui voulaient absolument pas les voir prendre leur indépendance. Donc on se retrouve avec des égrégores, donc des énergies qui ont été jetées en pâture sur un territoire vierge et qui finalement, se sont développées et ont pris encore de l'ampleur du fait du territoire, du fait de la souffrance générée dans une ampleur énorme de cet esclavage, et on va retrouver que ça va nous rebasculer de l'autre côté, puisque quand on verra l'occupation nazie, c'est bien la déportation d'un certain nombre de populations, avec la mise à mort industrielle de tout un tas de gens, qui est toujours véhiculé par cet égrégore et ces énerginations. Donc ce qu'on peut constater, c'est que au départ, il y a une espèce de phénomène de concentration dans un territoire, et puis ce territoire explose ou déporte, entre guillemets, cette énergie qui prend racine ailleurs, et finalement ça finit par revenir, d'accord, sous une autre forme différente, mais toujours en gagnant en intensité. Alors les opportunités de libération, elles sont grandes, c'est-à-dire qu'il faut les saisir, et c'est au niveau de ces énerginations, là on voit que Pluton est revenu au niveau d'où il était en 1770, ce qui pour nous a donné, je dirais, une énergie qui a amené en 1789 à la Révolution. Pluton est alors passé en Verseau. 1770, l'indépendance des États-Unis, d'accord? Et on a la possibilité donc de voir qu'il y a eu une structure de mise en place avec Pluton, il y a eu l'énergie s'est assise pour pouvoir prendre des structures différentes, se séparer des structures, mais on voit bien que l'énergie de ce Pluton revenu en Capricorne va à maintenant refaire un tour. D'accord? Et nous reproposer quelque chose qui va nous ramener vers une révolution quand Pluton rentrera en Verseau. Donc on est vraiment au niveau je dirais, astro, on est vraiment dans un cycle qui aujourd'hui reprend les énergies et égrégores de 1770 à 1774. D'accord? 22 degrés de Capricorne, juste avant notre cycle. Neptune est à 20 degrés Vierge à ce moment-là. Aujourd'hui, il est à 13, 15 degrés Poisson, donc en face. D'accord? Et donc, il est à 20 degrés Vierge au moment où Hitler, en 1933, est nommé chancelier. Neptune est cette position-là comme Pluton. Et Pluton est en face, en Cancer. Donc, et Uranus est le déclencheur, puisque chaque fois qu'Uranus rentre en Taureau, il va déclencher ces égrégores de terre d'énergie-nation, puisque Uranus étant une planète collective, le Taureau étant un signe de terre, et notamment le signe qui prend essence du territoire, de la campagne, vraiment la terre au sens terre, et pas au sens structure comme pourrait le prendre le Capricorne, donc au sens politique, là c'est vraiment la terre du paysan, eh bien on a à chaque fois des énergies, des énergies nations qui vont réagir
à ce passage de cette planète à ce moment-là et déclencher des possibilités pour les peuples collectifs de répondre favorablement ou pas favorablement, mais en tout cas de réagir par rapport à ces énergies globales qu'on voit. Aujourd'hui, encore une fois, on est dans ces énergies globales et c'est vraiment à ça qu'on va nous demander d'être attentifs dans ces prochaines années. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec tout ça. Juste un erratum sur l'almanach. La semaine dernière, mon amie Jocelyne avec qui je travaille m'a dit que effectivement, il y avait eu sur la pleine lune, sur la pleine lune en Poisson, en fait, il y avait eu un copier-coller et en fait, elle avait mis encore pleine lune. Oui, j'ai pas vérifié, donc c'est notre faute. Je vous prie de nous excuser. Malgré tout, l'almanach reste fonctionnel, je vous rassure et je suis moi-même impressionnée. Je me jette des fleurs, mais je suis impressionnée de voir qu'effectivement, j'avais bien, senti le truc bizarroïde, à chaque fois, et notamment là pour cette nouvelle lune en Poisson. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle lune. Heu, je ne sais pas quoi vous dire pour poser vos intentions. Il faut que ça soit l'âme, je pense, qui les pose. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite plein de belles choses. Je pense très fort à vous et puis prenez bien soin de vous, reposez-vous bien, les temps sont durs. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.